Sur Bonheur FM, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Au cœur du débat sur Bonheur FM 101.3. Nous ouvrons donc cette semaine dans un contexte de deuil national. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 août, vers 2 heures du matin, un pan entier de la décharge de Dar Salam dans la commune de Bessia s'est effondré sous l'effet donc de fortes pluies, dit-on, ensevelissant donc plusieurs habitations riveraines. Le bilan encore provisoire n'a cessé de s'alourdir tout au long de la journée de dimanche. D'abord annoncé à 30 morts et 22 blessés par un communiqué du gouvernement en fin d'après-midi. Il a ensuite été révisé à la hausse par la protection civile qui évoque en soirée au moins 31 décès. Les recherches se poursuivent donc ce lundi pour s'assurer qu'aucune personne ne reste encore sous les décombres. Le Premier ministre Amadou Ouriba s'est rendu sur place pour constater l'ampleur du sinistre, transmettant au nom du président de la République, Mamadi Doumbouya, la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. La ministre également de l'administration du territoire et de la décentralisation, Madame Djenabo Touré, a annoncé un périmètre de sécurité ainsi que des dispositions de relocalisation des familles sinistrées. Sur le terrain, donc, protection civile, Croix-Rouge, force de défense et de sécurité, équipe médicale, disons, du CHI de Donka, sont sur le terrain pour le reste du travail. Ce drame donc survient alors que la fermeture même de la décharge du Dar Salam était justement prévue ce dimanche. Et voilà, d'après donc des campagnes de sensibilisation, on vous laisse dire, rester hélas, il faut le dire, sans succès. Et voilà, notre reporter Mamadou Salou Soiré se trouve d'ailleurs sur le terrain en ce moment. Il fera le constat dans cette émission tout de suite avant de passer à la question centrale que nous allons poser ensuite. La question c'est comment en est-on arrivé là et surtout comment éviter qu'un tel drame se reproduise et surtout la question centrale, à qui la faute? Parce qu'il faut d'abord établir les responsabilités. Nous posons donc ces questions dans cette émission. Ils sont avec moi dans ce studio pour discuter autour de ce sujet. Tenema Doumbouya, bonjour et bienvenue. Bonjour camarade Abdoulaye et bonjour aux auditeurs et surtout nous disons toutes nos condoléances aux différentes familles pleurées. Alors, Alissane, bonjour. Abdoulaye Kamara, bonjour à vous, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs et surtout bon retour à vous. Merci, et surtout merci Mohamed Kamara. Merci, bonjour à tout le monde. Merci. Côté technique ici à Conakry, je ne le vois pas très bien, mais semble bien c'est Alseni et Ousmane Ba, mais également côté caméra c'est Mamadou Mala Diallo qui nous accompagne comme d'habitude. Merci à nos techniciens à l'intérieur du pays, ils sont si nombreux, vous le savez. À Kindia Omar Kondé, à Pita Abdoulaye Silla, Tugé Tcherno Madjouba, à Kankan Fodi Bema Souma, sans oublier celui de Nzere Gore, c'est bien sûr Mamadi et Maomou. Encore une fois, merci de préférer Bonheur FM. Eh bien, vous l'avez donc compris, auditeur de Bonheur FM, nous ouvrons donc cette semaine par cette question qui touche toute la nation. La Guinée est en deuil, plus de 31 personnes décédées dans cette catastrophe, nouvelle catastrophe, il faut dire, en mois d'août, comme ça a été le cas en 2009. Et voilà, en 2019, on vous laisse dire donc, où il y a eu plus de 9 morts. Alors, en 2017. En 2017, ouais. 22 août 2017. 2017, merci pour le rappel. 2017-2018, donc, il y a eu ces mêmes cas. Alors, l'année dernière également, nous étions du côté de Mania. Chaque année de saison de pluie est synonyme de catastrophe en Guinée. C'est un deuil de famille regrettable. C'est déplorable, c'est regrettable. Comme je le disais tantôt, nous disons nos condoléances aux différentes familles pleurées, à toute la Guinée. Je pense que c'est des choses qui pouvaient être évitées si les Guinéens s'étaient compris. Parce que là, on ne va pas blâmer ceux qui sont morts. Parce que nous sommes croyants, on peut dire que c'est la volonté de Dieu. Mais en dépit de cette volonté de Dieu, il y a la responsabilité humaine qu'il faut dégager autour de tout ça, camarade. Cette responsabilité se situe à deux niveaux. Face au danger, l'État ne doit pas avoir d'amis. Face au danger, l'État doit être vraiment, même si on va critiquer, l'État doit pouvoir déployer des muscles parfois pour éviter à ses citoyens
de mourir inutilement. Parce que ces morts-là, moi, je les appelle des morts inutiles. Toutes ces personnes qui sont mortes comme ça, là, suite à ce drame lié à cette décharge, je pense que, à mon avis, ça pouvait être évité. On pouvait éviter tout cela. Si ces Guinéens-là avaient accepté ce que les autorités avaient proposé depuis, oui. Parce que, nous sommes à peine sortis d'une campagne de sensibilisation. Et où on est venu dire aux gens, acceptez de vous éloigner pour qu'on puisse transformer cette décharge en une zone d'attraction. Et vous qui êtes là, vous êtes en danger. Mais les gens étaient vraiment ils ont résisté à cela, ils n'ont pas voulu obtempérer. Et voilà, c'est à quoi cela nous a conduit. Et de l'autre côté, la deuxième responsabilité, c'est au niveau de l'État. Ce n'est pas un premier cas. On le rappelait tout à l'heure, c'était depuis 22 août 2017. Il y avait eu 9 morts. Et on se rappelle, en 2019, et voilà, et en 2022, si je ne me trompe pas, où il y a eu 8 morts. 8 morts aussi. Tout ça ne nous a pas alerté. Il y a eu des ans, il y a eu 386 maisons qui ont été répertoriées, qui devaient être dégagées. Mais est-ce que toutes ces personnes-là ont quitté? Est-ce que toutes ces personnes-là ont reçu des dédommagements? Et il y a eu une annonce de 20 millions qui ont été annoncées. Il fut un moment, les gens ont refusé de prendre parce qu'ils avaient jugé cela trop peu pour pouvoir acquérir d'autres locations, d'autres maisons ici à on reviendra sur cela tout de suite plus longuement, Ténéma Doumbouya. Lissane, oui, nous regrettons que chaque saison de pluie soit une période d'alerte pour tout le monde et on reste juste on ouvre nos téléphones, c'est pour voir s'il n'y a pas une autre catastrophe et c'est déplorable alors que nous pouvons éviter au moins certaines catastrophes. Bien sûr, on peut éviter, on peut les éviter. Certaines catastrophes, on peut vraiment les éviter. Mais bien, alors, avant de commencer, je vais aussi m'adapter à cette réalité. C'est pour donc présenter mes condoléances à toute la Guinée, mais aussi à toutes ces familles éplorées. En tout cas, 31 âmes perdues dans l'éboulement d'une ordure, d'une montagne d'ordures qui se déverse sur 31 âmes. Je crois que ça se passe à travers le monde, mais par exemple, ça, quand on y pense, je vais tout dire que peut-être ça n'arrive qu'en Guinée. Et peut-être Ténéma Doumbouya a commencé à parler des responsabilités, on en reviendra, mais ce qui reste clair, je crois que cette catastrophe pouvait être évitée. Et alors, vous l'avez dit, en République de Guinée, à chaque fois qu'il y a une saison de pluie, on s'inquiète tous les jours, surtout quand il commence à pleuvoir le matin jusqu'à 12h, 13h, 14h de pluie. Et là, on s'inquiète tout de suite. On est en train de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas eu une inondation quelque part? Est-ce que les ports ne sont pas submergés? Et alors, cette nuit du samedi à dimanche, nous avons vu quand même ce qui s'est passé. Alors franchement, moi, je manque de mots pour le moment parce que ça quand même, je crois que c'est quelque chose qui a déploré c'est-à-dire jusqu'au dernier degré. Alors, mais qu'est-ce qu'on y peut? Alors, c'est une question centrale, il faut le dire, parce que peut-être on pouvait trouver une solution avant que cela ne se répète, parce que ce n'est pas une première fois. Est-ce qu'on veut dire tout simplement, on veut être trop croyant pour ne croire qu'au destin, non, c'est prévu, ça va arriver, ou bien on estime qu'au tantôt, si on s'éloigne du danger, on peut l'éviter. Camarade, oui, le cas est arrivé, et encore à déplorer, c'est une nouvelle fois une autre catastrophe à enregistrer. Et voilà, comme d'autres catastrophes pendant la saison pluvieuse, et c'est toujours comme ça, peut-être comme Sani le disait, qu'est-ce qu'on peut? La tradition oblige, il faut présenter les condoléances à toute la famille, mais également à la Guinée tout entière, parce que c'est la Guinée qui a perdu. 31 personnes, c'est trop. Oui. Pour quelque chose ici qu'on pouvait éviter, comme l'a dit Sané et Ténéma, l'État en est responsable, moi, à 80%. Oui. Les 20 autres pourcents peut-être appartiennent ici à la population. Mais c'est des choses qu'on pouvait éviter. À chaque fois, comme vous l'avez dit, à chaque saison pluvieuse, nous, on ne fait que pleurer nos enfants, nos mamans ou nos papas. Et il vous souviendra, l'année dernière également,
l'homme qui a perdu sa femme et ses 3 enfants. Juste derrière ici. Derrière ici à Simon Bossia. Sans citer Sedomania. Sans citer Sedomania. Et cette année également, on a vu cette femme, la famille Kalou, qui a tout perdu. Bien sûr. Qui a tout perdu. Seulement en regardant cette vidéo, cette dame, on ne peut pas vraiment être à l'aise. C'est vraiment regrettable. Et l'État doit vraiment éviter ce genre de situations, ce genre de choses qui s'arrivent dans notre pays. Que ça plaise ou que ça fâche, la fatalité, parfois la fatalité, non, on est trop croyant pour se mettre ici dans l'idée que tout ce qui arrive, c'est Dieu avait voulu. Dieu avait voulu. La fatalité, la fatalité. Nos problèmes n'est pas ici ce n'est pas des problèmes ici qui proviennent de Dieu. Les ordures là, ça fait plus de 40 ans. Depuis dans les années 1987, 87, on a commencé à déverser des ordures là-bas. Mais à chaque année, nous on s'inquiète. Chaque saison pluvieuse, on s'inquiète. Et on a dit souvent, il faut que les gens quittent. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour que ces gens la quittent? C'est très simple. Si on avait recensé plus de combien de bâtiments, il fallait construire ici une cité pour ces gens-là et leur faire déménager. Personne ne peut dire quand ils quittent là-bas, arriver ici dans une maison de 2 chambres de salon, de 3 chambres de salon, qui ne va pas quitter ici à Dar Salam. Moi, la première fois que j'y ai parti, quand j'ai vu cette montagne, c'est comme si c'est une montagne ici, à l'image ici de Kakoulima. On ne pouvait pas imaginer. Qui ne fondait sur rien. Qui ne fondait sur rien. Absolument. Alors là, c'est là le problème. Qui ne fondait sur rien parce que vous savez, si c'est une montagne normale, au moins il y a des roches qui tiennent quand même la terre. Et comme le disent, il y a aussi des piquets sous les montagnes qui permettent aux montagnes de résister. Mais alors, si on parle, à chaque fois on parle de l'État, les camarades, il faut maintenant, nous avons présenté nos condoléances. Forcément, je voulais le dire tout de suite. Bien sûr, alors à ce point, il va falloir qu'on dise des choses un peu crues pour que le Guinéen comprenne que parfois, l'État, je suis d'accord, à chaque fois qu'il y a un problème dans une république, les gouvernants sont concernés. Non, on est d'accord. Oui. Voilà, on est contre, même si c'est un accident de circulation, autant pour moi, les autorités guinéennes sont concernées. Pourquoi? Parce qu'on va dire que pourquoi vous n'avez pas bien contrôlé la voiture avant de bouger. Mais ce qui reste clair, si à chaque fois c'est l'État qui doit contrôler, on va interpeller aussi les pères des familles, c'est-à-dire les responsables dans les différentes familles pour dire que, écoutez, n'attendez pas à ce que l'État vienne vous sauver à chaque fois. Vous aussi, vous pouvez faire des préventions. Comme on le dit, dans des maladies. Faisons des préventions parce que imaginez, là-bas, on a commencé à décharger là-bas depuis les années 1980. Et déjà, puisque en ce moment, Conakry n'était pas aussi peuplé que ça, on est d'accord. Et maintenant, arrivé à un moment donné, les autorités ont été prévoyantes. Il faut quand même le dire. Dans un premier temps, les autorités guinéennes à l'époque étaient vraiment prévoyantes en interpellant les familles qui étaient les familles riveraines, alors qui étaient autour de la décharge. Et à l'époque, la décharge était beaucoup plus loin, très loin des familles. Sané, je te reviendrai tout de suite là en détail sur l'historique de la décharge parce qu'il y a eu des efforts quand même de la part de l'État. Mais même si, comme Kamara l'a dit, on pouvait, si on passe par les moins les plus connus et que ça ne marche pas, qu'on passe par les moyens que l'État a, parce que l'État encore c'est là. Alors sur le terrain, nous avons Mamadou Salou Souaré et qui va donc intervenir dans cette émission pour nous faire le constat de Dar Salam ce lundi matin. Mamadou Salou Souaré, vous nous écoutez. Bonsoir, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour camarades, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Mamadou Salou Souaré, vous êtes déjà sur place sur la décharge de Dar es Salaam. Dites-nous dans un premier temps, qu'est-ce que vous pouvez observer là-bas? Est-ce qu'on continue à fouiller les décombres pour extraire des personnes qui sont encore ensevelies? Merci Sané pour cette question. Comme vous avez bien souligné, nous sommes exactement à Dar es Salaam ici. Nous présentons d'abord nos condoléances aux familles des personnes disparues. Comme vous l'avez bien souligné, vous pouvez entendre aussi à l'antenne, les machines sont en action depuis la grande guerre. Les machines sont en action et ils continuent de faire le dégagement. Là où nous sommes arrêtés, nous voyons beaucoup de personnes
des personnes qui sont venues pour observer. Voilà, côté sécurité, il y a une forte mobilisation qui est sur le terrain. Il y a aussi les gens de la protection civile, eux aussi sont sur place. Voilà, ils sont là. Les activités continuent. Voilà, les machines sont en action. Voilà, au-delà des 31 personnes déjà annoncées, est-ce qu'il y a eu d'autres découvertes depuis ce matin? Pour le moment, on n'a pas reçu de réactions parce que on observe comme des citoyens qui sont là. On observe d'abord la scène pour comprendre effectivement comment ça fonctionne. Nous sommes là avec nos confrères, nous observons. Voilà, on observe d'abord pour comprendre effectivement comment ça fonctionne quand même. Voilà, il y a l'évacuation qui a démarré hier soir. Les citoyens ont été mis dans les bus pour être envoyés à l'école primaire centre de Dixine, comme selon les informations que nous avons reçues. Est-ce que ça continue ou bien ça s'est arrêté d'abord? Bon, pour l'instant, comme je viens de le dire, nous observons les citoyens quand même, les activités continuent. Tout le monde, toutes les autorités, les personnes sont mobilisées pour faire le dégagement. C'est ce qui est prévu ici. Comme vous pouvez entendre, les machines sont en action et tout le monde sont là. Et voilà, nous observons, surtout avec une forte mobilisation des citoyens qui sont là. Voilà, ils sont en train d'observer la scène. Comme je viens de dire, pour l'instant, il n'y a pas eu, à ma présence, de découverte parce que l'information la suivons de tout près. Et voilà, soirée, l'autre question, je voudrais vraiment une précision. Alors sur place, est-ce que les machines qui sont sur place sont en train de déguerpir la décharge ou bien on est en train de chercher des personnes, des corps? Non, là, ils sont en train de faire d'abord le dégagement. Vous savez, il y a certaines parties ici qui empêchent, voilà, disons, de retrouver, c'est-à-dire de se retrouver sur les lignes. L'accès. Donc, voilà. Donc, l'accès n'est pas facile. Donc, ils sont en train d'abord de faire ce dégagement-là. Voilà, et nous sommes sur ce point actuellement. Alors, Mamadou Salou Souaré, merci pour toutes ces informations et surtout, on se tient. Merci vraiment. Merci. Alors, vous l'avez donc compris, sur le terrain, le travail continue. Ce qui reste clair, me semble bien, le dégagement, parce que les ordures s'étaient totalement déversées sur le passage, empêchant même d'accéder. Voilà pourquoi, pour certains d'ailleurs, il peut y avoir, que Dieu nous aide, que ça se limite là, mais il peut y avoir plus de victimes, parce qu'il y a d'autres maisons qu'on n'a pas touchées d'abord. Hier, certains le disaient. Donc, c'est vraiment dangereux, et vous l'avez compris. Et on revient sur cette question centrale, l'historique de la décharge de Dar Salam, parce que c'est une longue histoire, comme vous l'avez dit. La décharge a été installée là pendant que Conakry n'atteignait pas ici. Et voilà, les hommes sont venus autour, petit à petit, jusqu'à être au pied de la montagne d'ordures. Dites-nous comment ça s'est passé, un peu l'historique de cette localité. Alors, Abdoulaye Kamara, comme j'étais en train de dire, c'était les années 1980 que la décharge, on a prévu cet endroit que ce soit une décharge d'ordures, puisque Conakry, comme vous l'avez dit, n'était pas si peuplé que ça. Les années 1980. C'est limité d'ailleurs à Bessia. Voilà. Et donc c'est à la sortie de la capitale, on venait mettre, on pensait que peut-être les zones allaient être limitées là, mais c'est mal correct. Par exemple, l'être humain, on a vu cette démographie qui s'est vite développée. Alors, en 1997, comme j'étais en train de dire, les autorités avaient prévu à ce que les familles riveraines qui sont autour de la décharge, puisqu'on a vu qu'il y a eu des familles qui ont commencé à faire une remontée vers la haute banlieue de Conakry. Donc, on avait quand même recensé à l'époque des familles et on leur a quand même dédommagé, de faire des indemnisations. Des indemnisations, il faut bien le préciser parce que là, parce que, pourquoi on le dit? Et c'est pourquoi j'interpelle ici les pères de famille. Parce que les autorités, mais un père de famille aussi a la responsabilité de protéger, comment on appelle, les membres de sa famille. Voyez-vous, si on laisse tout aux autorités, ça peut être compliqué. Donc en 1997, il y a eu un premier dédommagement, comme j'étais en train de dire. Pendant ce temps, la décharge était encore très loin des habitations. C'est comme si on savait que comment on appelle ça, cette décharge allait vraiment, comment on appelle ça, s'amasser là-bas et être transformée en montagne. Et dans cette indemnisation, il y a eu quand même des familles qui ont été
indemniser et de sommer de quitter les lieux. Parce que la décharge prenait de plus en plus d'ampleur. Mais à préciser, en ce moment, on était loin de la décharge. C'est ce que j'ai dit. On était très loin de la décharge. C'est pourquoi j'ai dit que les autorités ont été prévoyantes. Pourquoi? Parce que ils avaient compris que au fur et à mesure, la décharge allait prendre de l'ampleur. Donc, pour ne pas arriver jusqu'à ses habitants, on leur a donc sommé de quitter. Mais on ne leur a pas demandé seulement de quitter. On les a accompagnés. C'est ce qu'on appelle l'indemnisation. À l'époque, ça c'était en 1997. Voyez-vous? Et c'est en 1997, ces familles-là ont été indemnisées et on leur a demandé pardon même de quitter. Ces familles n'ont pas quitté. Absolument, il faut quand même le dire. Il y a beaucoup qui n'ont pas quitté. Et pour cela, nous avons vu par exemple en août 2017, il y a eu un éboulement. Et qui a fait 9 morts et quelques blessés. Voyez-vous, c'est suite à cela que l'État encore est revenu entre 2018 et 2019 pour faire une seconde indemnisation. Et cette fois-ci, comprenez bien, Abdoulaye Kamara, je viens vous trouver à un endroit où je vous dis, tenez, quittez cet endroit. Vous refusez de quitter. Et je ne le souhaite pas, malheur arrive. Quand je viens, je ne viens pas pour vous indemniser, je viens pour vous accompagner cette fois-ci. Voyez-vous ce qui s'est passé? Comment on appelle ça? Après cette indemnisation en 1997, en 2018-2019, ces familles ont été accompagnées avec une somme de 20 millions. De 20 millions par famille. 20 millions par famille. Et c'était 201 familles. En 2018-2019, 201 familles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces familles-là se sont retrouvées pour dire que l'État veut nous chasser. Donc, il y a beaucoup de familles qui ont refusé dans un premier temps d'aller prendre les 20 millions. Au gouvernorat même. Sous prétexte que ces 20 millions-là étaient insuffisants pour se trouver un terrain et construire une maison. Je suis d'accord. 20 millions quand même, acheter un terrain et construire une maison. Mais pendant ce temps, ce sont les mêmes familles qui ont été indemnisées en 1997. Est-ce qu'on doit accuser encore l'État? Est-ce que l'État va continuer à débourser de l'argent donné à ces familles pendant que ces familles-là ne se déplacent pas? À cela, j'interpelle encore les pères de famille. Faisons attention, pensons, c'est vrai, rester un endroit pour dire que j'ai eu tous mes enfants ici, comme nos parents disent. Je me suis marié ici, j'ai eu tous mes enfants ici, certains de mes enfants sont mariés, j'ai maintenant des petites familles, des petits enfants. Tout ceci est bien beau, mais la sécurité vaut mieux que tout ça. Et comme d'ailleurs Kamara le disait tout de suite là, une famille qui a perdu tous les membres, plus de 5 personnes. Et je pense que vaut mieux quitter et rester sans maison que de vivre là et de disparaître d'un seul coup. Et voilà, on a écoutant cette histoire du Dar es Salaam. Oui, et justement, il y a un peu de contradiction au sein de ces informations par les habitants eux-mêmes. Parce que moi, j'ai été sur le terrain, il vous souviendra bien avant quand on a annoncé la fermeture, j'ai fait un grand format là-dessus. Et là-bas, voilà ce que certains m'ont confié. Ils disent que ceux qui ont été indemnisés à l'époque, ceux-ci ont quitté. Mais, comme le disait Ali Sané, la décharge a pris de l'ampleur et est venue maintenant trouver ceux qui n'étaient pas dans le programme de cette première indemnisation, selon ce que ces pères de famille m'ont dit. Parce que quand j'ai fait l'entretien, j'ai dit, mais attendez, ça c'est un danger. Déjà, l'État vous a demandé de quitter ici il y a longtemps. Mais pourquoi vous continuez à y vivre? Cependant, on nous fait comprendre que vous avez été indemnisé. C'est ces arguments-là qui ont été avancés. Donc, en croire, c'est la décharge qui serait venue trouver les familles. Voilà, les familles. C'est ceux qui ont été indemnisés. Voilà, les 386 appartements qui avaient été cochés à l'époque, que ceux-ci-là ont quitté. Selon beaucoup d'entre eux. Totalement. Pas totalement. Certains ont quitté. Pas totalement. Maintenant, ceux qui restent là, selon leur dire, que maintenant c'est la décharge qui s'est développée vers eux. Et ils n'étaient pas dans cette zone qui était le périmètre signalé. Maintenant, c'est entre-temps que l'État est venu les dire de prendre les 20 millions pour quitter parce qu'ils avaient été indemnisés. Et c'est ce qu'ils n'ont pas accepté. Pour eux, c'est insuffisant pour eux et pour pouvoir acquérir un domaine pour construire. Donc, voilà un peu les explications que nous avons reçues sur le terrain. Voilà. Mais, si toutefois, ceux qui sont là maintenant là, étaient parmi ceux qui ont été indemnisés en 1997, c'est qu'il y a un problème. Alors, soit l'État n'a pas appliqué
ce qu'il faut. Parce que quand on indemnise quelqu'un, on se dit de quitter, l'État a le pouvoir. Soit tu quittes ou on te fait quitter. Parce que c'est mieux d'exposer sa population quand même au danger. Il y a une précision à donner. Je suis d'accord, peut-être les informations ne sont pas les mêmes, mais ce qui reste clair, d'abord, les familles qui ont été indemnisées en 1997, il y a eu des familles qui ont été indemnisées. La plupart n'a pas accepté de quitter. Un chef de quartier en a témoigné. Un chef de quartier en a témoigné. Ça, bien sûr. Et de deux, cette indemnisation de 2018-2019, et les gens ont d'abord refusé. Pourquoi? Les gens ont refusé sous prétexte, comme j'étais en train de dire, les 20 millions étaient petits. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore d'autres familles qui se sont retrouvées en coulisses pour aller récupérer les 20 millions de francs là au gouvernorat, sans pouvoir quitter. C'est-à-dire, ils ont pris l'argent, et resté. Parce qu'il faut préciser, l'argent, les 20 millions par famille, c'était aider au déplacement, c'est-à-dire aider les familles à déplacer. Le transport. Mais ce qu'il faut signaler, est-ce que l'endroit Dar Salam est une zone, par exemple, une zone réservée de l'État? C'est bien sûr. La décharge était une zone quand même réservée. Maintenant, le débat c'est où, camarade? Est-ce que c'est la décharge qui est partie vers les habitations ou ce sont les habitations qui sont venues vers la décharge? La solution, c'est de faire, c'est-à-dire, d'enlever carrément la décharge. Oui, ça c'est un projet. C'est obligatoire. C'est la faute d'ailleurs de l'État de garder tout ce temps cette décharge au beau milieu de la ville. Pendant plus de 30 ans et quelques, on garde cette décharge. On a fait cet endroit un dépotoir d'ordures. Vous imaginez, quand vous êtes au bord de la route, quand les camions ramassent ici les ordures, où on vient déposer, tous ces camions-là rentrent. Et aucun camion ici ne sort de la ville de Conakry. Tous les camions rentrent. Donc, l'endroit était devenu un dépotoir. Même l'État a accepté. C'est ce que l'État ne devrait pas accepter. Il fallait trouver un autre endroit, un autre dépotoir où on pouvait déverser ici des ordures au lieu de continuer à déverser des ordures là-bas et à dire à la population quittez. Non, la solution c'était de changer. Quand Alpha est venu après l'éboulement ici de 2019, on a dit qu'il faut la solution qu'il fallait trouver un autre endroit derrière Koya ou bien derrière Dubreka pour aller, c'est-à-dire déverser les ordures. Mais est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait. On est resté en la zone a été identifiée, mais le déplacement n'a pas été passé. Bareto de entre Koya et Dubreka là-bas, et Kouya, ça continue à être justement assaini parce qu'il fut un moment, il y a eu le ministre de l'assainissement qui s'était déplacé pour aller voir, les machines étaient en action. Mais pourquoi jusqu'à présent là, toujours les ordures continuent à être déversées à Dar es Salaam? C'est la question fondamentale qu'on doit se poser. Alors, camarades, là de ce côté, cette décharge, c'était mis là pour remblayer les trous qui ont été laissés par les sociétés minières. C'était fait pour ça. Parce qu'il y avait, ça c'était une zone minière. On a extrait beaucoup de mines, donc il fallait remblayer. Et c'est qu'a fait qu'on a commencé à mettre, maintenant c'est devenu un dépotoir ordinaire. Voilà, c'est comme ça a commencé. Maintenant, depuis que ça a commencé déjà à tirer les gens, à mon avis, depuis 2017, depuis le 22 août, 2017, pardon, on devait fermer. Totalement. On devait fermer. On devait même pas attendre maintenant qu'il y ait ceci, cela. Aujourd'hui, si on avait accepté de fermer la décharge là et de quadriller, éloigner les gens depuis ce moment-là, aujourd'hui, on n'allait pas assister à la mort de 31 personnes. Alors, à mon avis. Ça, c'est un véritable problème. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'État a mis une manière de faire quitter sa population ou bien de mettre de l'ordre dans un coin. Non, mais pour cela, on connaît quand même, je ne suis pas en train, ce matin, comprenez peut-être ma position, je ne suis pas en train de dédouaner l'État, mais ce qui reste clair, on connaît quand même cette population guinéenne. À chaque fois, l'État utilise la force, même quand l'État a raison. C'est vous et moi qui allons comprendre que l'État a vraiment raison et l'État a droit de réagir comme cela. Mais par exemple, les citoyens lambda qui sont dans le quartier, on dit que l'État est en train d'exercer une force sur les paisibles citoyens. Et le plus souvent, cette formule-là revient, c'est les paisibles citoyens, Alors, cette décharge, moi, je me dis tout de suite que récemment, nous avons vu la communication de l'État où il y avait une société française qui devrait venir transformer ces déchets-là en énergie. En énergie. Ça a été annoncé là. Peut-être, pourquoi
on a gardé encore cette décharge. Peut-être on a gardé la décharge à ce niveau. Parce que imaginez, la décharge n'allait pas être tout de suite déguerpie pour envoyer à Baritode. Baritode était prévu pour que la prochaine fois, qu'on y décharge. Ah oui. Ce n'était pas prendre ce qu'il y a à Dar es Salaam, la montagne là, et amener à Dar es Salaam. Non, être transformé sur place. Justement, ça devrait être transformé en énergie. Vous et moi, avec Téténéma Doumbouya, dans cette même émission, nous avons même, comment on appelle ça, trouvé des exemples, même au Rwanda, il y a eu comme des sociétés en fait, qui sont venus là-bas. Les sociétés ne sont pas nombreuses. Mais en Europe, aux États-Unis, ce n'est pas nombreux. Mais il y a quand même une société française qui est spécialisée dans ce domaine, alors qui avait été contactée par les autorités guinéennes à l'époque, qui était venue pour faire en tout cas un accord. Je ne sais pas si ça tient encore, mais en tout cas, on nous a fait croire quand même que cette décharge-là allait être transformée, allait se transformer en énergie. Peut-être c'est pourquoi on est resté là. Et ce qui est paradoxal, imaginez, c'était le jeudi, il y avait la ministre de l'administration du territoire, la gouverneure de la ville de Conakry, le ministre de l'Habitat, et je ne sais pas qui encore qui était là-bas, le ministre de l'assainissement également, et qui était en train de sensibiliser les populations par rapport à la décharge. Et du coup, c'est le samedi nuit que nous assistons à la catastrophe. Vous imaginez? Alors, quelque part, on va dire que l'État ne manque pas de bonne foi. Mais il ne faut pas que aussi un citoyen ou une personne se dise là, moi je suis sédentaire ici, je ne peux pas quitter ici. C'est aussi impossible. Alors, mais on ne peut pas donner, imagine, on ne peut pas donner 20 millions à quelqu'un, surtout dans dans la capitale de Conakry aujourd'hui, de quitter. Mais si vous avez 20 millions, si vous avez 20 millions, même une demi-parcelle, on ne peut pas avoir. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, le débat, c'est plus où? La solution, le débat, c'est plus où, camarade? C'est d'enlever carrément ces ordures-là, là-bas à Dar es Salaam, en faire peut-être une cité. On ne peut pas construire peut-être une centrale, c'est-à-dire quoi là-bas, pour fournir ici de l'énergie. C'est maintenant dans la pleine capitale. Il faut enlever ça. Alors, il y a une petite précision. Il y a une petite précision, c'est au niveau des 20 millions. Parce que les 20 millions, au cours de mes recherches, moi, je vois, les 20 millions ne sont pas de l'indemnisation. Ce n'est pas l'indemnisation. C'était de l'argent pour aider ces familles-là à transporter leurs affaires ailleurs. Et voilà, c'est comme pour parce que l'information c'est où? L'information donnée par Ténéma, est-ce que c'est la décharge qui est venue vers les familles? Si oui, les personnes qui sont là n'ont jamais été indemnisées, donc les familles indemnisées ont déjà quitté, ce que là, c'est injuste. Mais récemment, je l'appelais aussi pour lui donner une autre information liée à cette décharge, c'est qu'il y a eu ces derniers mois des équipes qui seraient venues dans ce quartier et pour sensibiliser des familles et leur dire qu'il y aura un périmètre tracé par l'État encore, mais toute personne qui serait dans ce périmètre sera déguerpie. Et mais ne sera pas dédommagée. Est-ce que l'État peut se permettre de venir déguerpir des familles sans prévoir de moyens de dédommagement? Je pense que si l'État le fait, c'est injuste. Et je ne crois pas, si l'État peut se permettre avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme critique, et de venir déguerpir des familles sur des terrains achetés avec des titres fonciers délivrés par l'État et ne pas quand même dédommager. Je pense que ça devient inquiétant. C'est pas la population qui est partie vers les ordures. C'est les ordures qui sont venues vers la population. Parce qu'il faut se dire, pendant plus de combien d'années on déverse les ordures là-bas. Vous pensez que ça va se réduire? C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait ici, ça s'augmente. C'est pourquoi des tonnes et des tonnages ici, d'ordures ici sont déversées là-bas par jour. Et je ne sais pas si Camara et moi, on s'est bien compris, mais c'est pourquoi l'État avait prévu en 1997, puisque vous êtes encore loin de la décharge, et que la décharge, peut-être vous êtes par exemple immobile, mais les ordures quand on vient, on les dépose, ça ne fait que s'agrandir. C'est pourquoi depuis 1997, pendant que les familles étaient encore loin de la décharge, on leur a sommé de quitter avec quelque chose sous la main, ce qu'on appelle l'indemnisation. Alors, si vous êtes entêté de rester et que les ordures viennent vers vous, pendant que les ordures étaient loin, vous n'avez pas accepté de quitter, les ordures sont venus vers vous. Même avec ça, on vous dit, prenez telle somme là, quittez. Vous refusez de quitter. Pendant ce temps, on veut que toute la responsabilité soit incombée à l'État
Moi, mais c'est l'État à qui la faute. Si ça ne va pas dans une... L'État, c'est vous et moi. Non. L'État aussi, c'est vous et moi. Ça, c'est une règle juridique. Mais l'État, c'est pas nous. Nous ne sommes pas les décideurs. Non, l'État, c'est pas nous. Il faut se dire la vérité. En termes de droit et en termes juridiques, on dit en État, c'est... Non, l'État, c'est encore c'est tout le monde. C'est une manière ici de responsabiliser les citoyens au sein de la société. Bien sûr. Mais alors, un père de famille qui laisse sa famille, le décideur. La responsabilité, je suis d'accord, la responsabilité. Un père de famille qui laisse sa famille en danger. Est-ce que ce père de famille a aussi responsabilité? Ah oui, il y a un problème de manque de responsabilité. Alors l'autre question dans tout cela, vous savez, c'est pourquoi je le disais tantôt, à l'entame que l'État a une forte responsabilité. Quand moi je suis allé là-bas récemment, au-delà des maisons qui existent, au-delà, il y a des tabacs, il y a des cabanes qui sont construites partout. Ah oui, je suis venu m'arrêter où les femmes brûlent des pneus, où j'ai regardé en bas, j'ai vu des cabanes. Est-ce que la petite mosquée est à côté? La petite mosquée faisait partie de personnes. Le cimetière. Oui, ça c'est des personnes qui ont été dégagées. Tous ces coins-là, il y avait des maisons. Avant qu'on commence le premier déguerpissement, là, moi je suis là-bas où il y avait des barbelés. C'est pourquoi je crois un peu à ce que, jusqu'à ce que les autorités nous donnent le contraire, nous disent le contraire, à ce que les gens disent que ceux qui ont été prévus dans le périmètre ont été dégagés, ont quitté. Parce que moi je me souviens, il y avait même des trucs de barbelés qui étaient mis là, où il y avait des personnes qui étaient à l'intérieur, on les a dit de quitter jusqu'au niveau du cimetière. Autour de la mosquée, vous savez, auprès de la mosquée, il y a le cimetière là. Et tous ces coins-là ont été dégagés. Moi je me souviens, à l'époque, j'étais là-bas, j'ai été pour des reportages. Alors, au-delà de ces maisons, comme je le disais tantôt, mais ces personnes qui sont venues installer des cabarets là, pourquoi on les a laissés faire? Exactement. Pourquoi? Parce que l'État devrait prendre quand même des responsabilités par rapport à tout cela. Ça sent que cela a déjà causé des dégâts de par le passé. À mon avis, on devait prendre aussi des précautions. Toute personne qui vient s'installer doit être dégagée. Alors, est-ce que moi, ce que je ne comprends pas? Semblant, en fait. On fait du semblant en Guinée. Ce que je ne comprends pas. La question que je ne comprends pas. On fait semblant d'aider, mais en réalité, on ne veut pas. Ce que je ne comprends pas. Et si des personnes sont dans un périmètre tracé par l'État et que l'État, selon les informations que j'ai reçues, l'État ne compte pas dédommager les personnes qui seront dans ce périmètre. Et si ces personnes-là n'ont pas été dédommagées, est-ce que ça veut dire que l'État veut imposer une autre injustice à Dar Salam? Justement, ça serait injuste en ce moment. Parce que si ces personnes-là qui ont déjà construit leur maison, aujourd'hui, ils ne peuvent pas revendre là-bas pour aller se recaser ailleurs. À mon avis, au lieu de déloger ou bien d'imposer la force, s'ils n'ont pas été dédommagés, si ces personnes-là n'ont pas été dédommagées, qu'on leur donne au moins des endroits, comme on l'a fait pour aussi des cas pour Kipédé et Dimes, pour qu'on puisse les recaser. Est-ce que le gouvernement, on n'est pas forcément, on ne peut pas dire forcément qu'il faut construire des maisons. Mais même ça, l'État a la possibilité de 3 chambres salon, de 2 chambres salon, et autres là, pour donner à ces personnes-là, qui n'ont pas comment la fait avec les victimes de Kaledra et l'autre. Et même si les victimes ne seraient pas aussi. Même si ces maisons-là n'ont servi pratiquement à rien. Parce que les gens n'ont pas accepté. Les gens n'ont pas accepté parce que la maison n'est pas, on n'avait pas fini de construire la maison. On voit les fissures un peu partout. En plus, il y a une question. Est-ce qu'on peut dire les 4 milliards 20 millions qui avaient été débloqués en 2018-2019 pouvait servir un premier pas dans le dégagement d'un espace, même si c'est au-delà de Kourouya, pour reloger ces familles-là, au lieu de partager les 20 millions qui n'ont servi à rien. À l'époque, Camara, on pouvait avoir une parcelle à 5 millions, à 10 millions. On débloque, par exemple, 200, 300 millions pour acheter au moins 4 à 5 hectares. Vous pensez que l'État ne pouvait pas construire là-bas des maisons pour reloger les gens là? Maintenant, quitte aux personnes là. Quand on vous dit partez, vous ne partez pas, vous avez vos maisons, vous avez vos titres fonciers. Est-ce qu'on peut dire alors le dédommagement en Guinée, vaut mieux chercher la maison construite que de donner l'argent aux familles? C'est mieux parce que quand on donne de l'argent, le plus ça crée la confusion. C'est pourquoi l'argent est venu, les familles oublient. Elles oublient, c'est pourquoi l'argent est venu, on utilise l'argent à d'autres fins. Et après, on veut encore tendre la main aux autorités pour dire que nous ne quittons pas des dommages. Parce que, imaginez, on va se dire la vérité dans ce pays-là. Si on habitue
à toutes les couches d'être dédommagées à chaque fois, la Guinée, les autorités guinéennes ne feront absolument rien dans le développement. Parce que moi aussi, je suis en train de passer quelque part. Si je suis en confrontation avec l'État, je peux m'opposer et que je sais qu'il y a un certain ténement qui est derrière moi qui peut m'encourager ou qui peut me défendre très bien pour que j'aie mon dédommagement. Je ne vais pas quitter. Mais il y a un problème. Moi, je pense de déguerpir les citoyens comme ça. Le mieux, désormais, c'est de penser à mettre en place une cité. Voilà. Quelque part. À chaque fois que nous sommes dans le besoin, oui, on est capable. En 3-4 mois, on peut construire une maison de 3 chambres, salon, 12 chambres. Mais bien sûr, l'État peut le faire. Et même si on ne dit pas que ça doit avoir toutes les commodités. Non, on n'est pas mais c'est possible d'ailleurs, Camara, aujourd'hui, si c'est l'État, si c'est nous citoyens aujourd'hui, pour avoir, nous qui sommes là, pour avoir une parcelle, combien il faut accumuler combien de mois de salaire. Mais pour ceux qui sont là-bas, mais pour l'État, aujourd'hui, il peut vous-même réquisitionner un domaine. Les hectares, ça existe dans les très loin, dans les confins très loin, mais où ils peuvent transformer et en faire une cité, mettre le courant, mettre l'eau, tout, et rendre la zone vivable. Et les gens vont y aller. Si tu ne veux pas aller, c'est parce que tu es seul. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Mais si vous êtes 1000, je vous assure, ça fait une cité. Je pense que, vu que ça a pris de l'ampleur, forcément, les autorités vont communiquer autour de la décharge parce que moi, je refuse encore de comprendre que l'État infligerait quand même des sanctions pareilles à des Guinéens qui ont acheté de terrain par leur argent et que l'État leur a donné le titre foncier. L'État revient récupérer ce terrain de la salle de dédommager. Je refuse pour le moment. Je pense que l'État guinéen est beaucoup plus sensible pour ne pas aller de cette manière quand même vers des familles pauvres comme nos familles à Dar Salam. La solution, je vous assure, il y a des pays qui ont changé de capitale. Conakry, la Guinée peut faire la même chose. Bien sûr. On a les moyens. On a vu ici Macky Sall, il a construit ici une nouvelle capitale, Diamniadio. Et on a vu tout dernièrement l'Égypte, effectivement, a fini presque de construire. On avait même parlé de Mafreya ici. La ville est devenue une ville fantôme. Qui a une capacité d'accueil de 6 millions de personnes. Et pourquoi pas nous, la Guinée? Et il faut dégager cette montagne d'ordures là-bas à Dar Salam, il faut enlever carrément. C'est ça la solution. Alors, cette question, je suis d'accord. Nous sommes dans un pays, je le dis, il n'y a même pas 10 quartiers modernes en Guinée, en République de Guinée. Alors, Conakry, à Yomoui, il n'y a pas 10 quartiers modernes. Le problème, c'est que je suis d'accord avec le mot de créer une nouvelle capitale, mais souvent, bien sûr, la création de la capitale est possible, mais il devient un problème. Il devient un problème parce que même les villes qui sont citées là, au Sénégal et comment on appelle, en Égypte, et c'est devenu des villes difficiles à vivre parce que ce n'est que quelques populations qui ont aussi le moyen de partir vivre là-bas. Donc c'est un peu un souci. Quand on construit une nouvelle capitale, c'est le gouvernement qui doit se déplacer. La présidence et le gouvernement, quand ils se déplacent, c'est fini. Qu'on laisse les gens construire leur maison sans faire les buildings de Regardez, ça fait plus de 50 ans. Ça fait plus de 50 ans, depuis autant de Sékou Touré, les bureaux, l'administration, c'est à Kaloum. Et jusqu'à présent, Kaloum est en chantier. Les bâtiments sont érigés jusqu'à présent. Là, il y a une autre déjà prévue, parce qu'il y a une autre zone d'administration qui est en construction. Beaucoup de choses vont être délocalisées de ce côté. Mais moi, je tiens toujours à ce qu'il y ait des cités. Pourquoi je reviens là-dessus, Camara? C'est important. Et aujourd'hui, on nous dit que les gens ne vont pas se déplacer. Ils peuvent aller vivre là. C'est parce qu'ils ont le choix. Mais si les maisons sont construites, on te dit de te lever là où il y a un danger, où ta famille peut mourir. En un clin d'œil, comme ce qui est arrivé. Voilà, là où une maison est construite, où il y a le courant, où il y a l'eau, tu refuses, là, la responsabilité gratuitement bien cassée. Mais non, pas gratuitement. On te donne là où tu es, on te donne les papiers de là où tu vas, avec tout ce qu'il faut, tu pars. Si là où tu quittes servira quelque chose quand même à l'État. Voilà. Et surtout, et dans ces genres de situations aussi, parce qu'il y a quelque chose qui freine un peu les Guinéens, qui fait que les Guinéens vivent dans la capitale, comme le disait Camara, il faudrait qu'il y ait des moyens de transport. Ça, on souligne ça de pas ça ne fait pas partie. Mais ce qui empêche aujourd'hui beaucoup de personnes d'aller vivre à Kindia, aller vivre à Bouquet, parce que s'il y a un train de grande vitesse, Camara,
qui peut t'enlever à Kindi à 30 minutes pour t'envoyer ici, qu'est-ce qui va t'empêcher ici? Notre petit domaine à Kindi, c'est tout de suite d'accord. Ta petite maison, ta petit domaine qui est là-bas. Tu viens vivre, ce matin tu viens travailler à 18h, tu rentres chez toi tranquille. Alors, pas besoin de vivre dans la capitale. Voilà ce qu'on peut dire ce matin autour de ce sujet. Auditeur de Bonheur FM, merci de nous avoir accepté. Merci Ténéma Doumbouya d'être passé. Merci Mohamed Kamara. Merci. Merci Alissane. Merci à vous. Pitié, il faut dire. Alors, il l'a signalé, auditeur de Bonheur FM, c'est comme ça on se quitte au compte de ce numéro de votre émission. Surtout, nous réitérons nos condoléances aux familles éplorées et surtout interpellons l'État à agir plus vite pour ne pas que ces pareils drames se répètent dans ce pays et surtout pas seulement la décharge de Dar es Salaam, d'autres endroits de risque existent et nous les connaissons et surtout tout faire pour ne pas que des ordures tuent des Guinéens qui peuvent servir quand même cette nation et surtout portez-vous bien. Merci à notre technicien radio, c'est Ousmane Ba qui nous a accompagnés et côté télé c'est bien sûr Mamadou Mala Diallo qui nous accompagne. Merci à nos techniciens à l'intérieur du pays et bonne suite de programme sur Bonheur FM.